Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. À tous les garçons qui ont dû apprendre à jouer avec des règles différentes. Pourquoi sourit-on? Pourquoi rit-on? Pourquoi se sent-on seul? Pourquoi est-on triste? Pourquoi lit-on de la poésie? Pourquoi pleure-t-on devant un tableau? Pourquoi l'amour nous fait-il perdre la tête? Pourquoi a-t-on honte? Qu'est-ce que le désir? Les règles de l'été. Le problème, c'est que ma vie était l'idée de quelqu'un d'autre. Chapitre 1. Une nuit d'été, je me suis endormie en espérant qu'à mon réveil, le monde serait différent. Le matin, quand j'ai ouvert les yeux, le monde n'avait pas changé. J'ai écarté les draps et je suis restée allongée là, alors que la chaleur entrait par la fenêtre ouverte. J'ai allumé la radio. Une chanson d'amour. Une fille qui pleure parce que son mec l'a quittée. Pas ma chanson préférée. Pas mon groupe préféré. Pas mon sujet préféré. J'avais 15 ans. Je m'ennuyais. J'étais malheureux. Le présentateur hurlait des phrases énervantes, des évidences du genre « C'est l'été, il fait drôlement chaud !» Comme chaque matin, il a diffusé la musique d'un feuilleton débile pour réveiller ses auditeurs. « Debout, El Paso, nous sommes le lundi 15 juin 1987. 1987 ! Incroyable, non ?» Puis avant de lancer la version de La Bamba par Los Lobos, il a rendu un hommage vibrant à Richie Valens, l'interprète original de la chanson, mort dans un crash d'avion en 1959. La Bamba. Ça, je pouvais supporter. J'ai laissé tomber mes pieds sur le plancher, tout en remuant la tête au rythme de la chanson. À quoi Richie avait-il pensé avant que l'avion ne s'écrase? Ça y est, mec. La musique, c'est fini. Dire que sa carrière ne faisait que commencer. Triste. Chapitre 2. Je suis entrée dans la cuisine. Ma mère préparait le déjeuner pour une réunion avec ses amis de la paroisse. Je me suis versé un verre de jus d'orange. Elle m'a souri. « Tu pourrais dire bonjour ?»« Je pourrais. »« Bon, au moins tu es sortie de ton lit. » J'ai dû y réfléchir un bon moment. Mais qu'est-ce que les garçons ont avec le sommeil? On est doué pour ça. Elle a ri. En fait, je dormais pas. J'écoutais la Bamba. Richie Valens. Ah, c'est tellement triste qu'il soit mort si jeune. Ouais, mais lui au moins, il a accompli quelque chose. Il a vraiment laissé une trace. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as le temps, tu as tout le temps. Une éternelle optimiste, ma mère. Il faudrait déjà que je sois quelqu'un. Elle m'a regardé d'un air interrogateur. J'ai 15 ans. Je sais quel âge tu as. Les gens de 15 ans ne sont pas quelqu'un. Elle a ri. Elle était professeure de lycée. Je savais qu'elle était en partie d'accord avec moi. Alors, c'est pourquoi cette grande réunion? Nous réorganisons la banque alimentaire. La banque alimentaire? Tout le monde devrait manger à sa faim. Ma mère était sensible à la pauvreté. Elle l'avait bien connue. Elle savait des choses sur la faim que j'ignorais. Tu pourrais peut-être nous aider? Bien sûr. Je détestais faire du bénévolat. Le problème, c'est que ma vie était l'idée de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu vas faire de ta journée? La question ressemblait à un défi. Je vais rejoindre un gang. Ce n'est pas drôle. Je suis mexicain, c'est pas ce qu'on est censé faire. Tu n'es vraiment pas drôle. Tout ce que je voulais, c'était sortir de la maison. Lorsque les amies catholiques de ma mère venaient, j'avais l'impression d'étouffer. Pas tellement parce qu'elles avaient toutes plus de 50 ans, ni même à cause de leurs commentaires sur moi. Elles me prenaient par les épaules en disant « Laisse-moi te regarder, déjame ver, hey que muchacho ten guapo. Tu ressembles à ton papa. »
Franchement, il n'y avait pas grand-chose à voir. Ce n'était que moi, et oui, je ressemblais à mon père. Rien d'extraordinaire à ça. Par contre, ce qui m'énervait vraiment, c'était que ma mère avait plus d'amis que moi. Pathétique, non? J'ai décidé d'aller nager à la piscine du Memorial Park. Ça n'avait rien d'une idée de génie, non, mais au moins, c'était la mienne. Alors que je passais la porte, ma mère a pris la serviette que j'avais posée sur mon épaule et l'a remplacée par une autre. Dans le monde de ma mère, il existait des règles concernant les serviettes que je ne comprenais pas. Mais ces règles ne se limitaient pas qu'aux serviettes. Elle a jeté sur mon t-shirt un regard désapprobateur. Avant qu'elle ne m'oblige à me changer, je lui ai moi aussi jeté un regard noir. C'est mon t-shirt préféré. Tu ne l'as pas déjà mis hier? Si, c'est Carlos Santana. Je sais qui c'est. Papa me l'a offert pour mon anniversaire. Si je me souviens bien, tu n'étais pas particulièrement ravie lorsque tu as ouvert le cadeau de ton père. J'espérais autre chose. Autre chose? Ouais, franchement, un t-shirt pour mon anniversaire. J'ai regardé ma mère. Je le comprends pas. Il n'est pas si compliqué, Harry. Il ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on parle qu'on est sincère. Ouais, bon. En tout cas, maintenant, j'adore ce t-shirt. Je vois ça. Elle a souri. Papa l'a rapporté de son premier concert. J'y étais, je m'en souviens. Il est vieux et miteux. Je suis sentimentale. Ça doit être ça. Maman, c'est l'été. Oui, c'est l'été. Les règles sont différentes. Les règles sont différentes. J'adorais les règles de l'été. Ma mère les subissait. Elle m'a recoiffé du bout des doigts. Promets-moi que tu ne le porteras pas demain. Promis, si tu le mets pas au sèche-linge. Peut-être que tu devrais le laver toi-même? Elle m'a souri. Évite de te noyer. Si ça arrive, te débarrasse pas du chien. L'histoire du chien était une blague. Nous n'en avions pas. Maman comprenait mon humour. Je comprenais le sien. On s'entendait bien. Pourtant, elle demeurait un mystère. Je comprenais parfaitement pourquoi mon père était tombé amoureux d'elle. Par contre, la réciproque m'échappait. Une fois, quand j'avais 6 ou 7 ans, je m'étais emportée contre mon père parce que j'avais voulu qu'il joue avec moi et lui avait juste semblé ailleurs, comme si je n'avais pas été là. Avec toute ma colère d'enfant, j'avais demandé à ma mère « Pourquoi tu t'es mariée à un type pareil ?» Elle m'avait souri et m'avait recoiffé du bout des doigts. Ça a toujours été son truc. En me regardant droit dans les yeux, elle m'avait calmement répondu « Ton père était magnifique. » J'aurais voulu lui demander où était passée toute cette beauté. Chapitre 3. Il faisait tellement chaud dehors que même les lézards ne se montraient pas. Les oiseaux ne volaient pas, le goudron fondait. Le ciel était blanc et j'ai imaginé que tout le monde avait fui la ville et sa chaleur. Ou peut-être que tout le monde était mort comme dans un film de science-fiction et que j'étais le dernier homme sur Terre. Mais soudain, un groupe de mecs du quartier est passé devant moi à vélo. J'ai regretté de ne pas être le dernier homme sur Terre. Ils riaient et faisaient les cons. Ils avaient l'air de s'amuser. L'un d'eux m'a crié « Hé, Mendoza, tu traînes avec tes potes ?» J'ai fait semblant de rire à sa blague. Ha, ha, ha. Puis je lui ai fait un doigt d'honneur. Un autre s'est mis à me tourner autour sur son vélo. « Recommence pour voir. » J'ai recommencé. Il s'est arrêté devant moi et m'a fixé pour m'obliger à baisser les yeux. Ça n'a pas marché. Je savais qui il était. Son frère, Javier, m'avait provoqué un jour. Je lui avais écrasé mon poing sur la figure. Ennemi pour la vie. Je ne le regrettais pas. Oui, j'avais le sang chaud, j'avoue. Me fais pas chier, Mendoza. Comme s'il pouvait me faire peur. Je lui ai refait un doigt que j'ai pointé en direction de son visage, comme un flingue. Il est parti. J'avais peur de beaucoup de choses, mais pas des gars comme lui. La plupart des mecs ne m'emmerdaient pas. Pas même ceux qui se déplaçaient en bande. Ils m'ont dépassé à vélo en m'insultant. Ils avaient 13 ou 14 ans et ça les amusait de faire chier des gars comme moi. Alors que leur voix s'éloignait, j'ai commencé à m'apitoyer sur mon sort. J'étais passé maître dans l'art de m'apitoyer sur mon sort.
Je crois qu'une partie de moi s'y complaignait. Sans doute parce que j'étais enfant unique, sans l'être vraiment. Mes sœurs, des jumelles, avaient 12 ans de plus que moi. 12 ans. Autant dire une vie. Elles m'avaient toujours traité comme un bébé, un jouet ou un animal de compagnie. J'adore les chiens, mais parfois j'avais l'impression de n'être rien d'autre que la mascotte de la famille. Mascota, c'est le mot espagnol pour animal de compagnie. Super, Harry, la mascotte. J'avais un frère aussi. Il avait 11 ans de plus que moi et était encore plus inaccessible que mes sœurs. Je ne pouvais même pas prononcer son nom. Qui aime parler d'un frère aîné en prison? Pas mes parents, ni mes sœurs. Je crois que le silence qui entourait mon frère m'affectait. Ne pas parler peut rendre très seul. À l'époque où mes sœurs et mon frère sont nés, mes parents étaient jeunes et avaient du mal à joindre les deux bouts. Ils aimaient beaucoup cette expression. Après la naissance de 3 enfants et après avoir tenté de finir ses études, mon père s'était enrôlé dans les marines, puis il était parti à la guerre. La guerre l'avait changé. À son retour au pays, j'étais née. Parfois, je me dis que mon père est couvert de cicatrices. Dans son cœur, dans sa tête, partout. C'est pas facile d'être le fils d'un homme qui a fait la guerre. À l'âge de 8 ans, j'avais entendu ma mère parler avec ma tante Ophélia au téléphone. Je crois que, pour lui, la guerre ne finira jamais. Plus tard, j'avais interrogé ma tante. « Pourquoi la guerre continue pour papa ?»« Parce que ton père a une conscience. » « Qu'est-ce qui lui est arrivé à la guerre ?»« Personne ne sait. »« Pourquoi il le dit pas ?»« Parce qu'il ne peut pas. » À 8 ans, je ne savais rien de la guerre, ni de ce que signifiait avoir une conscience. Tout ce que je savais, c'est qu'il arrivait à mon père d'être triste. Je ne le supportais pas. Ça me rendait triste. Et je n'aimais pas ça. J'étais donc le fils d'un homme qui portait tout le Vietnam en lui. J'avais de quoi m'apitoyer sur mon sort, et avoir 15 ans n'aidait pas. Parfois, je me disais qu'avoir 15 ans était la pire tragédie qui soit. Chapitre 4. Avant d'entrer dans la piscine, je devais me doucher. C'était la règle. Je détestais me laver au milieu d'autres garçons. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aimais pas. Certains adoraient discuter, comme si c'était normal de prendre sa douche avec des potes tout en parlant du prof qu'on déteste. Du dernier film qu'on a vu, ou de filles. Pas moi. Je n'avais rien à dire. Pas mon truc, tous ces mecs sous la douche. J'ai plongé les pieds dans l'eau du petit bassin. Que faire à la piscine quand on ne sait pas nager? Apprendre, je suppose. Je ne savais que flotter. J'ignore comment, mais j'avais réussi à mettre en pratique un principe de physique fondamentale. Et le plus beau, c'est que j'avais fait cette découverte tout seul. Tout seul. J'étais pas très douée pour demander de l'aide. Une mauvaise habitude héritée de mon père. De toute façon, les maîtres nageurs qui se faisaient appeler sauveteurs étaient des nazes. Aider un petit maigrelet de 15 ans ne les intéressait pas. Ils étaient obsédés par les seins des filles. J'avais entendu parler un sauveteur avec un autre alors qu'il était censé surveiller un groupe d'enfants. Une fille, c'est comme un arbre. On n'a qu'une seule envie, grimper dessus et lui arracher ses feuilles. L'autre type avait rigolé. T'es vraiment un porc. Non, un poète. Puis ils avaient éclaté de rire. Ouais, de vrai Baudelaire, ces deux-là. En fait, j'avais aucune envie de traîner avec des mecs. Ils me mettaient mal à l'aise. Je sais pas pourquoi. Vraiment, je crois que ça me gênait d'être un mec. Et ça me déprimait de penser qu'en grandissant, je pourrais devenir comme l'un de ces connards. Une fille, c'est comme un arbre. Ouais, et un mec, c'est aussi intelligent qu'un bout de bois mort infesté de termites. Ma mère aurait dit qu'ils traversaient une phase. Qu'ils récupéreraient leur cerveau bientôt. Ouais, sûrement. Peut-être que la vie n'était qu'une série de phases. Dans 2 ans, je traverserai peut-être la même que ces sauveteurs. Mais je croyais pas tellement à la théorie des phases de ma mère. Pour moi, ça ressemblait plus à une excuse qu'à une explication. À mon avis, elle comprenait pas les garçons. Moi non plus d'ailleurs.
Pourtant, j'en étais un. J'avais l'impression que quelque chose clochait chez moi, que j'étais une énigme, surtout pour moi-même. En clair, j'avais un problème. En tout cas, une chose était certaine, je ne demanderais pas à ces crétins de m'apprendre à nager. Je préférais encore rester seule et me noyer. Alors je me suis mis dans un coin à flottiller. Je peux pas dire que je m'amusais. C'est là que j'ai entendu sa voix, un peu au perché. « Si tu veux, je peux t'apprendre à nager ?» Je me suis redressée dans l'eau, les yeux éblouis par le soleil. Il était assis au bord de la piscine. Je l'ai regardé avec méfiance. Un type qui proposait de m'apprendre à nager. Il devait vraiment pas avoir de vie. Deux losers ensemble. Ouh, on allait se marrer. J'avais une règle. Mieux valait s'ennuyer seul qu'accompagné. Je la respectais scrupuleusement. Ce qui expliquait peut-être pourquoi je n'avais pas d'amis. Il me fixait. Il attendait une réponse. Il a répété. « Je peux t'apprendre à nager ?» J'aimais bien sa voix. On avait l'impression qu'elle était sur le point de casser. « T'as une drôle de voix. »« C'est à cause de mes allergies. »« T'es allergique à quoi ?»« À l'air. » Ça m'a fait rire. « Je m'appelle Dante. » Ça m'a fait encore plus rire. Désolée. Pas de souci, j'ai l'habitude qu'on se moque de mon nom. Oh, non, c'est juste que je m'appelle Aristote. Ses yeux se sont illuminés. Nous avons tous deux été pris d'un fou rire. Mon père est professeur de littérature, a expliqué Dante. Au moins, t'as une bonne excuse. Mon père est postier. Aristote était le prénom de mon grand-père, et mon premier prénom, c'est Angel. Tu t'appelles Angel Aristote ? Eh ouais. Nous avons de nouveau éclaté de rire. Pourquoi ? À cause de nos noms ? Parce que nous étions soulagés, heureux. Le rire, l'un des grands mystères de la vie. Pendant longtemps, j'ai dit aux gens que je m'appelais Dan, mais j'ai arrêté, c'était pas honnête. Et puis, je me faisais toujours démasquer. J'avais l'impression d'être un menteur doublé d'un idiot, et j'avais honte d'avoir eu honte de moi. Il a haussé les épaules. Tout le monde m'appelle Harry. Content de te rencontrer, Harry. J'ai aimé la façon dont il a dit « content de te rencontrer, Harry », comme s'il le pensait. « Ok, apprends-moi à nager. » J'ai répondu comme si je lui faisais une fleur. Soit il n'a pas remarqué, soit il s'en fichait. Dante était un professeur précis et un nageur accompli. Pour lui, la natation était un mode de vie. L'eau était un élément qu'il aimait et respectait. Il en comprenait la beauté et les dangers. Il avait 15 ans. Il avait l'air un peu fragile, mais ne l'était pas. Il était discipliné, fort, cultivé, drôle, et ne faisait pas semblant d'être idiot ou normal. Il n'était ni l'un ni l'autre. Il était féroce aussi. Enfin, il pouvait l'être. Mais surtout, il n'y avait pas une once de méchanceté en lui. Je comprenais pas comment il pouvait vivre dans un monde aussi malveillant sans que ça ne déteigne sur lui. Dante était devenu un mystère de plus dans l'univers. Tout cet été-là, nous avons nagé, lu des bandes dessinées, des livres et débattu dessus. Nous n'étions jamais d'accord. Dante avait tous les vieux Superman de son père. Il les adorait. Moi, j'aimais Batman, Spider-Man et l'incroyable Hulk. Trop sombre, avait commenté Dante. Dit le gars qui adore Au cœur des ténèbres. C'est différent. Conrad, c'est de la littérature. Pour moi, les BD appartenaient à la littérature. Ce n'était pas la vie de Dante qui ne plaisantait pas dès qu'il s'agissait de lettres. Je me souviens pas d'avoir gagné un seul débat contre lui. Il argumentait mieux que moi. C'était un meilleur lecteur aussi. C'est pour lui que j'ai lu Conrad. Quand j'ai eu fini, je lui ai dit que j'avais détesté. À part pour une chose. Conrad a raison. Ce monde est cruel. Le tien peut-être, Harry. Pas le mien. Ouais. En fait, je lui avais menti. J'avais adoré le livre. J'avais trouvé que c'était la plus belle œuvre que j'avais jamais lue. Quand mon père avait découvert ce que je lisais, il m'avait confié que c'était l'un de ses livres préférés. J'aurais voulu lui demander s'il l'avait lu avant ou après le Vietnam. Mais je l'avais pas fait. C'était pas une bonne idée de lui poser des questions. Il répondait jamais. Dante lisait parce qu'il aimait ça.
moi parce que je n'avais rien d'autre à faire. Il analysait les choses, je ne faisais que les lire. Je devais sûrement chercher plus de mots dans le dictionnaire que lui. J'étais plus sombre également, et je ne parle pas seulement de nos couleurs de cheveux. Selon lui, j'avais une vision tragique de la vie. C'est pour ça que t'aimes Spider-Man. Je suis juste plus mexicain que toi. Les Mexicains sont tristes. Peut-être. Toi, t'es l'Américain optimiste. C'est une insulte? Possible. Nous avons ri. Nous passions notre temps à rire. Nous ne nous ressemblions pas, mais nous avions quelques points communs. Par exemple, aucun de nous deux n'avait le droit de regarder la télévision pendant la journée. Nous avions grandi avec des phrases du genre « Sors, va faire quelque chose, le monde t'appartient ». Un jour, Dante m'a demandé « Tu crois que nos parents ont raison? Que le monde nous appartient ?» J'en doute. Il a ri. C'est là que j'ai proposé. Prenons le bus, mais allons voir le monde. Nous adorions les trajets en bus. Parfois, nous y passions des après-midi entiers. Les riches ne prennent pas le bus, ai-je remarqué. C'est pour ça que nous, on aime ça. Tu penses qu'on est pauvres? Non. Il a souri. Mais si on fuguait de chez nous, on le serait. Sa réflexion m'a fait réfléchir. Tu le ferais? Tu fuguerais? Non. Pourquoi pas? Tu veux que je te confie un secret? Bien sûr. J'adore mes parents. Ça m'a vraiment fait sourire. Je n'avais jamais entendu quiconque dire ça. Personne n'adore ses parents. Sauf Dante. Ensuite, il m'a chuchoté à l'oreille. La femme à 2 rangées de nous, je crois qu'elle a une liaison. Comment tu le sais? Elle a retiré son alliance en montant dans le bus. Nous inventions des histoires sur les autres passagers. Pour ce que nous en savions, ils faisaient pareil de leur côté. Je n'avais jamais été proche de quelqu'un. J'étais plutôt solitaire. J'avais joué au basket, au baseball, et j'avais été louveteau. Mais j'avais toujours gardé mes distances avec les autres garçons. Je n'avais jamais eu le sentiment de faire partie de leur monde. Les garçons, je les regardais, je les étudiais. Au final, ils me dégoûtaient. Je crois pas que c'était de l'arrogance. Simplement, je savais pas comment leur parler, comment me comporter avec eux. Je me sentais pas à ma place. À l'âge de devenir scout, j'avais dit à mon père que j'irais pas. « Et c'est 1 an ?» m'avait-il proposé. Il savait que j'aimais me battre. Il essayait de me tenir éloigné des gangs, de m'empêcher de devenir comme mon frère qui avait fini en prison. Donc, à cause de ce frère dont l'existence ne devait même pas être mentionnée, il fallait que j'aille chez les scouts. Ça craignait. Pourquoi est-ce que je devais être un bon garçon sous prétexte que mon frère était un bad boy? Je détestais la logique de mes parents. Mais j'avais fait plaisir à mon père. J'y étais allée pendant 1 an. J'avais détesté. Sauf quand on avait appris le massage cardiaque et le bouche à bouche. Enfin, j'aimais pas trop souffler dans la bouche de quelqu'un d'autre. Ça me faisait flipper. Mais je sais pas pourquoi, tout l'exercice me fascinait. Quoi qu'il en soit, après avoir reçu le badge attestant que je savais ramener une personne à la vie, j'étais rentrée à la maison et j'avais dit à mon père que je quittais les scouts. « Je crois que tu fais une erreur », avait été son seul commentaire. « Ça va, je vais pas terminer en tôle. » Voilà ce que j'avais eu envie de lui répondre. Au lieu de quoi, j'avais simplement rétorqué « Si tu m'obliges à y retourner, je te jure que je me mets à fumer des joints. » Mon père m'avait regardé d'un drôle d'air. « C'est ta vie. » Tu parles. Un autre truc au sujet de mon père, il ne faisait jamais la morale. Enfin, pas vraiment. Ça m'énervait. Il n'était pas méchant et n'avait pas mauvais caractère. Il parlait par phrases courtes. « Essaye. Tu es sûr ?» Pourquoi ne disait-il pas les choses? Comment le connaître si on ne me laissait pas communiquer avec lui? Dans l'ensemble, ça allait. J'avais des amis au collège. Enfin, presque. J'étais pas hyper populaire. Pour ça, il faut faire croire aux gens qu'on est drôle et intéressant. Et j'ai jamais vraiment été un bon comédien. Pendant un temps, j'avais traîné avec 2 mecs, les frères Gomez. Mais ils avaient déménagé. Et il y avait 2 filles, Gina Navarro et Suzy Beard, dont le passe-temps préféré était de me tourmenter.
Les filles aussi étaient un mystère pour moi. Enfin, je m'en sortais pas trop mal. Personne ne m'aimait, mais j'étais pas non plus un de ces gamins que tout le monde déteste. Je savais me battre, donc on me laissait tranquille. J'étais plutôt invisible, ce qui me convenait. Jusqu'à l'arrivée de Dante. Chapitre 5. Après ma 4e leçon de natation, Dante m'a invité chez lui. Il vivait tout près de la piscine, dans une grande maison ancienne, face au parc. Il m'a présenté à son père. Je n'avais jamais rencontré d'Américain d'origine mexicaine qui soit professeur de littérature. Je ne savais même pas qu'il en existait. Et franchement, il ne ressemblait pas à un professeur. Il était jeune, beau et décontracté. Il semblait avoir conservé une part d'enfance et être tombé amoureux de la vie. Rien à voir avec mon père qui se tenait toujours à l'écart du monde et cachait en lui des ténèbres que je ne comprenais pas. Il n'y avait aucune ombre dans les yeux noirs du père de Dante. Ils avaient même l'air lumineux. Cet après-midi-là, il portait un jean et un t-shirt, et il lisait un livre dans son bureau, assis dans un fauteuil en cuir. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui a un bureau dans sa propre maison. Dante l'a embrassé sur la joue. Je n'aurais jamais fait ça. Jamais. « Tu t'es pas rasé ce matin, papa. »« C'est l'été. » »« Ce qui veut dire que tu ne travailles pas. »« Ce qui veut dire que je dois finir d'écrire mon livre. » Écrire un livre, c'est pas travailler. Le père de Dante est parti d'un grand rire. Tu as encore beaucoup à apprendre sur le travail. C'est l'été, papa. Je veux pas entendre parler de travail. Tu ne veux jamais en entendre parler. Dante n'appréciait pas le tour que prenait la conversation et il a tenté de changer de sujet. Tu vas te laisser pousser la barbe ? Non, il fait trop chaud, et puis ta mère refuse de m'embrasser si je ne me rase pas plusieurs jours d'affilée. Oh, elle est stricte. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais sans ces baisers, hein ? Son père a levé les yeux vers moi. Comment fais-tu pour le supporter ? Tu dois être Harry ? Oui, monsieur. J'étais nerveux, je n'avais pas l'habitude de rencontrer les parents des autres, et la plupart de ceux que j'avais vus ne s'étaient absolument pas intéressés à moi. Il s'est levé de son fauteuil et a posé son livre. Il m'a serré la main. Je m'appelle Sam Quintana. Ravi de vous rencontrer, monsieur Quintana. J'avais entendu cette phrase « content de vous rencontrer » 1 millier de fois. Quand Dante l'avait prononcée, il avait eu l'air sincère. Mais quand moi je l'ai dite, je me suis sentie stupide et banale. Tu peux m'appeler Sam ? Non, je peux pas. J'aurais voulu disparaître. Il a jeté un regard à son fils. Ce jeune homme est très respectueux. Tu devrais en prendre de la graine, Dante. Tu veux que je t'appelle monsieur Quintana ? Tous deux se sont retenus de rire, puis monsieur Quintana a reporté son attention sur moi. Comment se passent les cours de natation ? Dante est un bon professeur. Dante est doué pour beaucoup de choses, mais pas tellement pour ranger sa chambre. Ranger doit trop ressembler au mot travailler. Dante l'a fusillé du regard. C'est un message subliminal ? Tu comprends vite, tu dois tenir ça de ta mère. Ne fais pas le malin, papa. Qu'est-ce que tu viens de dire ? L'expression te plaît pas ? Si, mais ton attitude, non. Dante a levé les yeux au ciel et s'est assis dans le fauteuil de son père. Il a retiré ses baskets. Ne t'installe pas. Son père a pointé le plafond du doigt. Il y a une porcherie là-haut et ton nom est marqué sur la porte. Leur entente, la façon simple et affectueuse dont ils se parlaient, comme si l'amour entre un père et son fils était facile, m'ont fait sourire. Parfois, ma mère et moi avions ce genre de rapport. Parfois. Mais mon père et moi ne partagions pas ça. Je me suis demandé ce que ça me ferait d'entrer dans une pièce et d'embrasser mon père. Nous avons monté l'escalier et Dante m'a montré sa chambre. Elle était grande, avec un plafond haut, du parquet et des fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière. Il y avait de tout partout. Des vêtements éparpillés sur le sol, une pile de vieux albums, des livres dans tous les coins, des blocs-notes griffonnés, des polaroïdes, 2 appareils photo, une guitare sans corde, 2 partitions et un tableau de liège couvert de papier et de photos.
Il a décidé de mettre de la musique. Il avait un tourne-disque. Il était à ma mère. Elle allait le jeter. Tu te rends compte? Il a choisi son album préféré, Abbey Road des Beatles. Un vinyle, pas une de ces merdes de cassettes. Qu'est-ce que t'as contre les cassettes? Je leur fais pas confiance. J'ai trouvé sa réflexion à la fois drôle et bizarre. Les disques se rayent facilement, pas si t'en prends soin. J'ai embrassé du regard sa chambre sans dessus-dessous. C'est vrai que t'as l'air de prendre vachement soin de tes affaires. Il ne s'est pas fâché. Il a ri. Je vais ranger ma chambre. Je devrais peut-être te laisser. Non, reste. Je déteste ranger ma chambre. Si t'es là, ce sera moins pénible. Ça irait plus vite si t'avais moins de choses. C'est juste des trucs. J'ai rien répondu. J'avais pas de trucs. Ok. Tu veux que je t'aide? Non, c'est mon boulot, a-t-il répondu avec une pointe de résignation. Comme dirait ma mère, c'est ta responsabilité, Dante. Elle trouve que mon père ne met pas assez la pression. À quoi elle s'attendait? C'est pas son genre, elle l'a épousé, elle devrait le savoir. T'analyses tout le temps tes parents? Ils nous analysent bien, non? C'est leur boulot, Dante. T'analyses pas tes parents? Si, mais franchement, je les comprends pas. Ben, moi, j'ai cerné mon père, mais pas ma mère. Elle est le plus grand mystère de l'univers. Elle est vraiment imprévisible, totalement insondable. Insondable. Il faudrait que je cherche ce mot dans le dictionnaire en rentrant. Dante m'a regardé comme si c'était mon tour de dire quelque chose. En gros, j'ai cerné ma mère, mais mon père lui aussi est insondable. En utilisant ce mot, je me suis sentie comme un imposteur. Peut-être que c'était ça mon problème. Peut-être que je n'étais pas un vrai garçon. J'étais un imposteur. Dante m'a tendu un livre de poésie. Lis ça. J'avais jamais lu de poème, et j'étais pas sûre d'en avoir envie. Je l'ai regardé d'un air ahuri. C'est de la poésie, ça va pas te tuer. Et si ça arrive, imagine les titres des journaux. Un garçon meurt d'ennui. Il a eu bien du mal à se retenir de rire, et il a commencé à ramasser ses vêtements. Il a indiqué sa chaise. Assieds-toi. Des livres d'art encombraient le siège. J'en ai fait une pile que j'ai posée par terre. Parmi eux, j'ai trouvé un carnet. Qu'est-ce que c'est? Un carnet de croquis. Je peux voir? Il a fait non de la tête. Je les montre à personne. Intéressant. Il avait donc des secrets. Il a désigné le recueil. Vraiment, ça te tuera pas. Tout l'après-midi, Dante a nettoyé, et j'ai lu des poèmes d'un certain William Carlos Williams. J'avais jamais entendu parler de lui. Mais bon, je connaissais aucun poète. J'ai compris certains passages, pas tous. J'ai pas détesté, c'était intéressant. Pas idiot, ni fleur bleue, ni hyper intello. Idée que je me faisais de la poésie. Je me suis dit que les poèmes étaient comme les gens. On en comprend certains immédiatement, d'autres jamais. La précision de Dante m'a impressionnée. Lorsque nous étions entrés dans sa chambre, c'était un champ de bataille. Une fois qu'il a eu terminé, chaque chose était à sa place. Le monde de Dante était en ordre. Il avait rangé ses livres sur une étagère et laissé sur son bureau ce qu'il avait prévu de lire. Il avait un bureau. Un vrai bureau. Quand je devais écrire quelque chose, j'utilisais la table de la cuisine. Il m'a pris le recueil des mains et a lu un poème. L'image était parfaite. Lui, dans sa chambre immaculée, les rayons du soleil traversant la pièce. J'ai aimé le son de sa voix. C'était comme s'il avait écrit le poème. Je me fichais de pas tout comprendre. Tout ce qui comptait, c'était la sincérité qui se dégageait de sa voix. Jusqu'à ma rencontre avec lui, il m'était extrêmement difficile de passer du temps avec des gens. Mais Dante rendait la vie légère. Une fois chez moi, j'ai cherché le mot insondable dans le dictionnaire. La définition disait « qui est très difficilement compréhensible ». J'ai noté les synonymes dans mon journal intime. Obscur, indéchiffrable, énigmatique, mystérieux. Cet après-midi-là, j'avais appris 2 nouveaux mots. Insondable et ami. Chapitre 6. Un jour, en fin d'après-midi,
Dante est venu se présenter à mes parents. Qui fait des trucs pareils? Je suis Dante Quintana. Il m'a appris à nager. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais besoin de le confesser à mes parents. J'ai regardé ma mère. Tu m'as demandé d'éviter de me noyer, alors j'ai trouvé quelqu'un pour m'aider à tenir ma promesse. Mon père a jeté un coup d'œil à ma mère. Je crois qu'il se souriait. Il semblait se dire « Il a enfin trouvé un ami !» Ça me rendait dingue. Dante a serré la main de mon père avant de lui tendre un livre. « Je vous ai apporté un cadeau. » Je l'avais vu sur la table basse du salon de ses parents. C'était un beau livre sur des peintres mexicains. En spectateur, j'observais Dante, avec ses cheveux longs qu'il n'aimait pas coiffer. Il avait l'air d'un adulte, pas d'un adolescent de 15 ans. Mon père a souri en feuilletant le livre. « Dante, c'est trop, je ne peux pas accepter. » Il tenait le livre avec précaution pour ne pas l'abîmer. Mes parents ont échangé un regard complice. Ils aimaient se parler sans prononcer le moindre mot. Lorsqu'ils le faisaient, j'inventais des dialogues imaginaires. « C'est sur l'art mexicain, » a dit Dante. « Vous devez l'accepter. » Il cherchait un argument convaincant et incontestable. Mes parents ne voulaient pas que je vienne les mains vides. Il était nerveux. Ma mère a pris le livre et en a admiré la couverture. « Quel bel ouvrage! Merci, Dante. » C'est mon père qu'il faut remercier. C'était son idée. Mon père a souri. C'était la deuxième fois en moins d'1 minute. C'était pas courant. Il n'était pas vraiment le champion du sourire. « Tu voudras bien remercier ton père pour moi, Dante ?» Mon père a repris le livre et s'est assis avec. Il le tenait comme un trésor. Mon père demeurait un mystère. Impossible de deviner ses réactions. Chapitre 7. Y a rien dans ta chambre. Y a un lit, un radio-réveil, un rocking chair, une bibliothèque et des livres. C'est pas rien. Y a rien sur les murs. J'ai retiré mes posters. Pourquoi? Je les aimais pas. T'es un vrai moine. Ouais, Aristote le moine. T'as pas de hobby? Si, j'adore fixer les murs blancs. Peut-être que tu deviendras prêtre. Il faut croire en Dieu pour devenir prêtre. T'y crois pas? Même pas un peu? Peut-être un peu, mais pas beaucoup. Alors, tu es agnostique? Ouais, un catholique agnostique. Ça l'a bien fait rire. J'ai pas dit ça pour être drôle. Je sais, mais c'est drôle. Tu crois que c'est mal de douter? Non, je crois que c'est une marque d'intelligence. Je suis pas intelligent. Pas autant que toi, en tout cas. T'es intelligent, Harry. Très. De toute façon, y a pas que l'intelligence qui compte. Les gens s'en moquent en général. Mon père m'a dit « Dante, tu es un intellectuel, il n'y a aucune raison d'avoir honte. » J'ai remarqué que son sourire était un peu triste. Peut-être tout le monde était-il un peu triste. « Harry, j'essaie de ne pas avoir honte. » Je connaissais ce sentiment de honte. Sauf que Dante savait d'où il venait. Pas moi. Je l'aimais bien, ce type. Je l'aimais vraiment bien. Chapitre 8. Mon père feuilletait le livre. À l'évidence, il lui plaisait énormément. Et grâce à cet ouvrage, j'ai appris quelque chose sur lui. Avant de s'enrôler dans l'armée, il avait fait des études d'art plastique. Cela ne correspondait pas à l'idée que je me faisais de lui, mais cette information m'a plu. Un soir, il m'a appelé. « Regarde », a-t-il dit en désignant une page. C'est une fresque d'un peintre qui s'appelait Orozco. J'ai fixé la reproduction, mais j'étais plus intéressée par son doigt qui tapotait sur le livre en signe d'admiration. Ce doigt avait appuyé sur la gâchette d'un fusil pendant la guerre. Ce doigt avait caressé ma mère d'une façon qui m'échappait. Je voulais dire quelque chose, poser des questions, mais les mots sont restés coincés dans ma bouche. Je me suis contentée de hocher la tête. Je n'avais jamais imaginé mon père s'intéressant à l'art. Je le voyais comme un ancien marine, devenu postier après la guerre du Vietnam et qui n'aimait pas beaucoup parler.
J'aurais pu lui poser des questions, mais quelque chose dans ses yeux, son visage et son sourire en coin m'en a empêché. Je crois qu'au fond, il ne voulait pas que je sache qui il était. Je me contentais donc de collecter des indices. Le voir lire ce livre en était un de plus. Un jour, tous les indices formeront un tout, et je percerai le mystère qui entourait mon père. Chapitre 9. Un jour, après la piscine, nous sommes passés par l'épicerie. Dante a acheté un coca et des cacahuètes, moi en mars. Il m'a proposé une gorgée de son coca. J'aime pas le coca. C'est bizarre. Pourquoi? Tout le monde aime le coca. Pas moi. Qu'est-ce que t'aimes? Le café et le thé. C'est bizarre. Ok, je suis bizarre. Il a éclaté de rire. Nous parlions de choses et d'autres en marchant. Je crois que nous n'avions pas envie de rentrer chez nous. Soudain, il m'a demandé « Pourquoi les Mexicains aiment les surnoms ?» Je sais pas, pourquoi tu dis ça? Tu sais comment mes tantes appellent ma mère? Cole. Parce qu'elle s'appelle Soledad? Tu vois, même toi tu connais le diminutif de Soledad. Pourquoi ça te dérange tant que ça? Je sais pas, c'est bizarre. Tu tournes en boucle. Bizarre, c'est le seul mot que tu connais aujourd'hui. Il a ri et avalé une poignée de cacahuètes. Ta mère a un petit nom? Lily. Elle s'appelle Liliana. C'est joli. Soledad aussi. Pas tellement. T'aimerais t'appeler Solitude? C'est triste. Je trouve pas. C'est un très beau nom que ta mère porte très bien. Peut-être. En tout cas, ça me va parfaitement à mon père. Ouais. C'est quoi le prénom de ton père? Jaime. Ça me plaît. Son vrai prénom, c'est Santiago. Dante a souri. Qu'est-ce que je te disais à propos des diminutifs? Ça t'embête d'être mexicain, hein? Non. Je l'ai fixé en fronçant les sourcils. Si, ça m'embête. Je lui ai offert un morceau de mon Mars. Il l'a mangé. Tu sais quoi, Harry? Je crois que les Mexicains ne m'aiment pas. C'est bizarre que tu dises ça. Bizarre. Bizarre. Chapitre 10. Par une nuit sans lune, les parents de Dante nous ont emmenés dans le désert pour que l'on essaie son nouveau télescope. Sur la route, Dante et son père ont chanté à tue-tête des chansons des Beatles. Ils chantaient faux et s'en fichaient. Ils étaient affectueux dans cette famille. Dès qu'il ouvrait la porte de chez lui, Dante embrassait ses parents sur la joue, ou eux l'embrassaient, comme si c'était tout à fait normal. Je me demandais comment mon père réagirait si je faisais la même chose. Il ne m'engueulerait pas, mais bon. Enfin, j'en savais rien. La route jusqu'au désert fut longue. Monsieur Quintana connaissait un bon coin pour observer les étoiles, loin des lumières de la ville. Dante appelait ça la pollution lumineuse. Monsieur Quintana et Dante ont installé le télescope. Je les ai regardés faire en écoutant la radio. Madame Quintana m'a offert un coca que j'ai accepté. Dante dit que tu es très intelligent. Les compliments me rendaient nerveux. Pas autant que lui. La voix de Dante a interrompu notre conversation. Je croyais que ce chapitre était clos, Harry. Quoi? A demandé sa mère. Rien, c'est juste que la plupart des personnes intelligentes sont des cons. Dante, surveille ton langage, s'est écriée sa mère. Pourquoi jures-tu autant? Parce que c'est marrant, a répondu Dante. Monsieur Quintana a rigolé. Ouais, enfin, surtout quand ta mère est dans les parages. Madame Quintana n'a pas apprécié. Tu l'encourages, Sam? Soledad, je crois que... Dante, l'œil dans le viseur du télescope, s'est exclamé. Papa, viens voir ça! Tout le monde s'est tu. Lorsque ça a été mon tour de regarder dans la lunette, Dante m'a expliqué ce que je contemplais. Je n'ai pas entendu un mot car, alors que j'observais le vaste univers, il s'est passé quelque chose en moi. À travers le télescope,
Le monde m'a paru plus proche et plus grand que je ne l'imaginais. C'était si beau, si impressionnant. J'ai soudain pris conscience que quelque chose en moi avait de l'importance. Dante m'a chuchoté à l'oreille. Un jour, je découvrirai les secrets de l'univers. J'ai souri. Et que feras-tu de tous ces secrets, Dante? Je changerai le monde. J'étais sûre qu'il le ferait. Seul Dante Quintana pouvait dire une chose pareille. Je savais qu'il ne dirait jamais un truc crétin du genre « une fille, c'est comme un arbre ». Cette nuit-là, nous avons dormi dans son jardin. Par la fenêtre ouverte, nous entendions ses parents discuter dans la cuisine. Sa mère parlait en espagnol et son père en anglais. « Ils font tout le temps ça », a dit Dante. « Les miens aussi. » Nous avons tenté de regarder les étoiles. « Trop de pollution lumineuse », ai-je déclaré. « Trop de pollution lumineuse. » Chapitre 11. Une information importante au sujet de Dante. Il n'aimait pas porter de chaussures. Nous allions jusqu'au parc à skateboard et là, il se déchaussait et frottait ses pieds dans l'herbe. Il était même arrivé qu'il oublie ses baskets au cinéma, que nous ayons dû y retourner juste pour les récupérer. Il les enlevait aussi dans le bus. Une fois, j'étais allée à la messe avec lui. Assis sur le banc, il les avait délacés et retirés. Je l'avais fixé d'un air consterné. Il avait levé les yeux au ciel, pointé le crucifix du doigt et murmuré « Jésus ne portait pas de chaussures !» Nous avions bien rigolé. Lorsqu'il venait chez moi, il laissait ses chaussures sur la terrasse avant d'entrer. Comme les Japonais, ils n'apportent pas la saleté du monde dans la maison d'autrui, m'avait-il expliqué. Ouais, avais-je répondu, mais nous sommes Mexicains, pas Japonais. Nous ne sommes pas vraiment Mexicains, nous ne vivons pas au Mexique. Mais nos grands-parents en viennent. Ok, mais que savons-nous du Mexique? Nous parlons espagnol. Pas très bien. Parle pour toi, Dante. T'es vraiment un pucho. C'est quoi un pucho? Un Mexicain qui se prend pour un Américain. Ok, je suis peut-être un pucho, mais on a le droit d'adopter d'autres cultures, non? Je ne sais pas pourquoi, mais nous avons éclaté de rire. Un jour, j'ai craqué et j'ai demandé à Dante ce qu'il avait contre les chaussures. Je ne les aime pas, c'est tout. Et cette personne qu'on appelle ma mère m'oblige à en porter. Elle m'a même fait la liste des maladies que je pourrais attraper, et puis elle a ajouté que les gens pourraient me prendre pour un pauvre Mexicain, que dans certains villages du Mexique, des garçons sont prêts à mourir pour une paire de chaussures. Tu as de la chance de pouvoir t'en payer. Voilà ce qu'elle dit. Et tu sais ce que je lui réponds toujours? Non, je ne peux pas m'en payer puisque je n'ai pas de travail. Elle ne supporte pas l'idée qu'on puisse me prendre pour un Mexicain pauvre. Et puis elle rétorque, être Mexicain ne veut pas nécessairement dire pauvre. J'aimerais lui dire, maman, il ne s'agit ni de pauvreté, ni du fait d'être Mexicain, je n'aime pas les chaussures, c'est tout. Mais je sais que son obsession vient de son enfance, alors je me contente de hocher la tête lorsqu'elle répète « Dante, nous pouvons te payer des chaussures !» Enfin, ce n'est pas un sujet passionnant. Il a fixé le ciel. Porter des choses n'est pas naturel, voilà mon postulat. Ton postulat? Parfois, il parlait comme une encyclopédie. Mon principe de base, si tu préfères. Ton principe de base? Tu me regardes comme si j'étais dingue. Tu es dingue, Dante. Pas du tout, pas du tout. Il avait presque l'air fâché. Ok, tu n'es ni dingue, ni japonais. Il s'est accroupi et a délacé ses baskets tout en parlant. Retire tes pompes, Harry, laisse-toi vivre. Dans la rue, nous avons joué à un jeu inventé par Dante, le concours de celui qui lancerait ses baskets le plus loin. Nous avions chacun un morceau de craie pour marquer l'endroit où les chaussures atterrissaient. Il a même emprunté le mètre-ruban de son père. « Pourquoi tu veux mesurer ? La marque à la craie la plus éloignée a gagné, c'est simple. »« Nous devons connaître la distance exacte, » a répliqué Dante. « Pourquoi ? » Parce que quand on fait un truc, on doit le faire précisément. Personne ne fait ça. Parce
que les gens sont flemmards et indisciplinés. On t'a déjà dit que tu parlais comme un fou avec beaucoup de vocabulaire? C'est la faute de mon père. Si tu es fou ou si tu as du vocabulaire? J'ai secoué la tête. C'est un jeu, Dante. Et alors, quand tu joues, tu veux pas être précis, Harry? C'est qu'un jeu. C'est notre version du lancer de javelot, n'est-ce pas? En quelque sorte. On mesure précisément la distance parcourue par le javelot, non? Ouais, mais c'est un vrai sport. Ça aussi? J'existe, tu existes, les chaussures et la rue aussi. Nous sommes réels. Mais c'est pas marrant s'il faut tout mesurer. Ce qui est sympa, c'est de lancer. Non, c'est le jeu dans son ensemble qui est marrant. Je savais que je n'avais aucune chance d'avoir le dernier mot. Nous jouerions selon ses règles. Au final, Dante a remporté 2 manches sur 3. Son père est sorti de la maison. Qu'est-ce que vous faites? On joue. Dante, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que tu joues dans la rue. Le parc est juste en face. Il a désigné l'autre côté de la rue. Et il s'est tué à contempler la scène. Vous jouez à jeter vos baskets. Dante n'avait pas peur de son père. Certes, il n'était pas effrayant, mais c'était quand même son père. Dante n'a pas sourcillé, persuadé qu'il pouvait défendre sa position. Nous ne les jetons pas, c'est un jeu, une version populaire du lancer de javelot. Son père a pouffé de rire. Tu es le seul gosse au monde qui invente un jeu pour esquinter ses baskets. Ta mère va adorer. T'es pas obligé de lui raconter? Si. Pourquoi? Tu te souviens de la règle du 0 secret? On joue en plein milieu de la rue, c'est pas un secret. C'en est un si on ne lui dit rien. Il eut un petit rictus. Il n'était pas en colère, mais il jouait son rôle de père. Allez dans le parc. Nous avons trouvé un bon coin pour jouer dans le parc. J'observais Dante alors qu'il lançait ses chaussures de toutes ses forces. Son père avait raison. Dante avait trouvé un moyen d'abîmer ses baskets. Chapitre 12. Un après-midi, après la piscine, nous traînions sur la terrasse de sa maison. Dante fixait ses pieds. Ça m'a fait sourire. Il a voulu savoir ce qui me faisait sourire. Pourquoi, j'ai pas le droit? Tu ne me dis pas la vérité. Dante était obsédé par la vérité. Je n'étais pas comme lui, plutôt comme mon père, un taiseux. Ok, je souriais parce que tu regardais tes pieds. C'est étrange que ça te fasse sourire. Qui, mis à part toi, regarde ses propres pieds? Y a rien de mal à étudier son corps, a répliqué Dante. C'est vraiment bizarre de dire ça. Chez moi, on ne parlait pas de son corps. Bref. Tu aimes les chiens, Harry? J'adore les chiens. Moi aussi. Ils n'ont pas à porter de chaussures. J'ai pouffé de rire. Je me suis dit que l'une de mes fonctions dans la vie était de rire aux blagues de Dante. Sauf qu'il ne cherchait pas à être drôle. Il était simplement lui-même. Il s'est enflammé. Je vais demander à mon père si on peut avoir un chien. Quel genre de chien? Je sais pas, un chien de la SPA qui a été abandonné. Soudain, nous avons entendu des cris provenant de l'autre côté de la rue où se trouvaient 3 garçons un peu plus jeunes que nous. 2 d'entre eux avaient des carabines à plomb pointées vers un oiseau qu'ils venaient d'abattre. « On en a eu un! On en a eu un! »« Hé !» a hurlé Dante. « Arrêtez !» Il était déjà au milieu de la rue lorsque j'ai compris ce qu'il était arrivé. Je lui ai couru après. « Arrêtez, ça va pas la tête !» Dante leur faisait de grands signes. Il avait l'air fou. « Donne-moi cette carabine !» a-t-il dit à l'un des garçons. « C'est interdit. »« Mon cul, qu'est-ce que t'as l'intention de faire, connard ?»« Vous faire lâcher vos armes. »« Comment ?»« En te pétant la gueule et en te traînant jusqu'à la frontière mexicaine, » ai-je dit. J'avais peur qu'il ne s'en prenne à Dante. J'avais dit ce qui m'était venu à l'esprit. Ces mecs n'étaient ni baraqués, ni intelligents. Ils étaient bêtes et méchants, et je savais très bien ce dont ils étaient capables. Dante n'était pas assez méchant pour se battre. Moi si. Je n'avais jamais eu de remords après avoir frappé un mec qui le méritait. Nous sommes restés là, à nous défier pendant un bon moment. L'autre type s'apprêtait à pointer son fusil sur moi. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. J'ai tendu le bras et je lui ai arraché son arme. Tout est allé très vite.
Il ne s'y attendait pas. Si j'avais appris une chose dans les bagarres, c'était à être rapide et à prendre l'autre par surprise. Ça marchait toujours. J'avais sa carabine dans les mains. T'as de la chance que je te l'enfonce pas là où ça fait mal. J'ai jeté l'arme par terre. Je n'ai pas eu besoin de leur dire de dégager. Ils sont partis en marmonnant des insanités. Dante et moi nous sommes regardés. J'ignorais que tu aimais te battre. Pas vraiment. Si, tu aimes ça. Peut-être. Moi, je savais pas que tu étais un pacifiste. Non, c'est juste que je pense qu'il faut avoir une bonne raison de tuer des oiseaux. Il me dévisageait. Tu sais balancer des insultes aussi. Ne le dis pas à ta mère, Dante. Je ne le dirai pas à la tienne non plus. Dante a baissé les yeux sur l'oiseau mort. Quelques minutes plus tôt, il était fou de rage. Maintenant, il était au bord des larmes. Je ne t'ai jamais vu aussi furieux, lui ai-je dit. Je ne t'ai jamais vu aussi furieux non plus. Nous savions tous les deux que nous étions furieux pour des raisons différentes. Ce n'est qu'un moineau, a repris Dante. Il s'est mis à pleurer. Je ne savais pas quoi faire. Je suis restée là à le regarder. Nous sommes retournés nous asseoir sur sa terrasse. Il a lancé ses baskets dans la rue avec hargne et colère. Il a essuyé ses larmes. « T'as eu peur ?» m'a-t-il demandé. « Non. »« Moi si. » Puis nous sommes restés silencieux. Je ne supportais pas le silence. J'ai fini par poser une question idiote. De toute façon, à quoi servent les oiseaux? Il m'a regardé avec étonnement. « Tu ne sais pas ?»« Bah non. »« Les oiseaux nous apprennent des choses sur le ciel. »« Tu le penses vraiment ?»« Ouais. » J'ai voulu lui dire d'arrêter de pleurer, que ce que ces garçons avaient fait n'avait aucune importance, mais je savais que c'était important pour lui. Et puis, ça lui faisait du bien de pleurer. Il a fini par cesser de sangloter. Il a inspiré profondément et m'a demandé « Tu veux bien m'aider à l'enterrer ?»« Bien sûr. » Nous avons pris une pelle dans le garage de son père. J'ai ramassé l'oiseau sur la pelouse et je l'ai emporté dans le jardin de Dante. J'ai creusé un trou sous le laurier rose et nous l'avons inhumé. Nous n'avons pas prononcé un mot. Dante pleurait. Je me sentais mal car je n'avais pas envie de pleurer. Je n'avais aucun sentiment pour un oiseau. Même s'il ne méritait pas de se faire tuer par des gosses débiles, ça restait un oiseau. J'étais plus dure que Dante. Je crois que j'avais essayé de lui cacher parce que je voulais qu'il m'aime bien. Maintenant, il le savait, et cela m'inquiétait. Mais peut-être apprécierait-il ce trait de caractère autant que moi j'aimais qu'il soit doux. Nous avions les yeux rivés sur la tombe de l'oiseau. « Merci, » a-t-il dit. J'ai senti qu'il voulait être seul. « À demain, » ai-je murmuré. « On ira nager. »« Ça marche. » Une larme coulait sur sa joue. Sur le chemin de la maison, j'ai pensé aux oiseaux et à la signification de leur existence. Dante avait une réponse. Pas moi. Je ne m'étais même jamais posé la question. La réponse de Dante me paraissait sensée. En étudiant les oiseaux, peut-être apprenait-on à être libre. Je crois que c'était ce qu'il voulait dire. Je portais un nom de philosophe. Quelle était ma réponse? Et pourquoi certains garçons pleurent et pas d'autres? Assis sur la terrasse de ma maison, j'ai contemplé le coucher de soleil. Je me sentais seule. J'aimais ce sentiment de solitude. Peut-être un peu trop. J'ai pensé à Dante. Son visage était comme la carte d'un monde sans ténèbres. Un monde sans ténèbres. Quelle beauté!